C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois très nombreux. Très bon dimanche à vous qui nous regardez. Ça fait plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence. La dernière fois que nous avons travaillé le dimanche, parce qu'aujourd'hui on est dimanche, la dernière fois que nous avons travaillé le dimanche, c'était quand nous avons reçu son Excellence le chef de l'État de la RDC, de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi. On le remercie encore et on remercie les membres de son staff à la présidence de tous ceux qui nous ont permis de pouvoir faire cette interview exclusive. Ça fait plaisir qu'après 17 ans, nous puissions avoir eu, en tout cas dans le palmarès de ceux qui sont passés ici, dans le chez Francis Chaud, le président de la République. On ne déroge pas à la règle, on prend toujours ceux qui sont dans l'élite, on prend tout le monde, hein, mais ceux qui font le buzz, ceux qui sont dans l'élite. Il y a quelques semaines de cela, elle avait été nommée et élue. Malheureusement, c'est passé dans l'actualité de plein de choses qui se passaient chez nous en RDC, avec le président qui faisait sa conférence de presse sur Minembwe et tout ça, et en même temps avec les mesures anti-Covid et tout, elle a fait sa prestation de serment. Je suis heureux. Pour moi, en tout cas, elle nous donne l'exclusivité ici, dans cette émission-ci, notre pauvre petite émission de 17 ans, pour l'épisode 28. Elle nous donne cet honneur de passer ici. C'est Madame Lydia Mouchebele. Madame Mouchebele, bonjour. Bonjour Francis. Bonjour à toute l'équipe de chez Francis. Je suis très heureuse d'avoir été invitée par vous à répondre à vos questions. C'est un honneur pour moi. C'est plutôt l'honneur qui est pour nous parce que, je le dis en aparté rapidement en lingala et puis je reviendrai parce que l'émission est francophone, bilingue de toute façon, français et lingala. Vous parlez très bien les deux langues. Moi, Maman Oyo, donc, Obozomona, c'est l'une des rares personnes qui a été élue à un poste à Bruxelles. Je voulais dire chez nous, mais bon, Bruxelles, la Belgique, c'est pas vraiment, mais bon, Tolora, chez nous, ici en Belgique, elle a été élue à un poste très, très important. Et c'est un honneur pour Nabisso, c'est un honneur pour nous ici de vous recevoir, pardon, j'ai failli tutoyer, de vous recevoir, parce que la télé, on vous voit toujours, de vous recevoir ici. Pour Nabato, Bayebi, Lydia Mouchebele, ceux qui ne savent pas qui c'est, je pense que c'est rare, mais c'est pas grave, puisque l'émission est destinée à plusieurs personnes qui ne sont pas forcément de la Belgique. Madame Mouchebele est née à Lubumbashi un 7 décembre d'une certaine date, on ne dit pas quand. Elle est arrivée à Bruxelles, je fais rapidement son CV, hein. Elle est arrivée à Bruxelles à l'âge de 6 ans, je ne donne pas non plus, c'est dans les années 80, à l'âge de 6 ans. Tout le monde connaît ou connaissait le pasteur Mouchebele de la Nouvelle-Jérusalem, c'est sa fille. Elle est licenciée en droit ainsi qu'en droit international privé, membre actif d'un groupe de femmes qui militent pour plein de droits, qui s'appelle Jefaya. Elle est chanteuse, musicienne gospel. Et puis en 2006, parce que ce n'est pas non plus quelqu'un de novice, en 2006, elle a été élue conseillère communale, en 2013, conseillère au CPS, et depuis quelques semaines ici, c'est pour ça aussi que nous la recevons, elle est échevine à la ville de Bruxelles pour la régie foncière, le patrimoine public, ainsi que l'égalité des chances. Est-ce que j'ai raté quelque chose au milieu, Madame Mouchebele? Rien raté du tout. Madame Mouchebele fait partie du microcosme belge à Kenapé Congo. Elle va souvent en RDC et tout, mais ça, on en parlera au fil et à mesure dans l'émission. En Belgique, souvent, Madame Mouchebele, avant de commencer mon interview, on dit qu'il est très rare pour les étrangers, enfin les Belges d'origine étrangère, qu'on soit turc, arabe ou congolais, d'accéder à des hauts postes. Et aujourd'hui, il y a eu quelques Congolais qui sont passés avant vous, qui avaient été élus à des postes, mais vous êtes quand même élu à un poste très important, surtout en ce moment-ci, échevine de la ville de Bruxelles. C'est-à-dire, quelque part, on vous donne une forte responsabilité dans des domaines qui sont très importants. Dans ce monde aujourd'hui où les habitations et tout ce genre de choses, c'est très, très régulé et tout, on vous donne cette responsabilité à la régie foncière, au patrimoine public et à l'égalité des chances. Donc, quand on vous fait confiance à ce point-là, ça fait quoi chez vous? Qu'est-ce que ça réveille en vous avant de commencer l'interview normalement? D'abord, il faut être conscient, comme vous le dites, c'est une très lourde responsabilité parce que le logement, comme je dis toujours, c'est le nerf de la guerre. Mm-hmm. Chaque couple investit toujours chaque famille, chaque couple, chaque individu, le gros du budget qu'on a, c'est le logement. Et c'est le point de départ de bonnes ou de mauvaises choses. Quand on est bien logé, on est dans une belle maison. Si on a une famille, les enfants vont bien évoluer parce qu'ils sont bien encadrés, ils sont bien logés. Et c'est une grande et lourde responsabilité que le bourgmestre Philippe Close ainsi que mes partenaires politiques m'ont confiée. Et je suis vraiment honorée et je suis fière également parce que je pense que je suis la première femme à occuper en fait la fonction d'échevine de la régie foncière.
Et c'est aussi un honneur et un privilège pour moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager politiquement? Parce que fille de pasteur, et puis pas n'importe quel pasteur. Je pense que en Europe, hein, pas Bissonapoto, ton père était celui qui avait la plus grande église et puis était l'un des plus connus de tous les pasteurs ici. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui fait des études de droit et tout à entrer, à s'engager politiquement dans son pays d'adoption? Puisqu'à l'origine, vous êtes congolaise. Mais votre pays d'adoption, la Belgique, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? D'abord, ce qui m'a poussé à m'engager, c'est que en étant tout justement, j'ai grandi à Bruxelles et c'est ma ville, c'est mon pays. Et en grandissant, on voit toujours qu'il y a des disparités entre toi qui es femme, d'origine étrangère, et une autre personne. C'est vrai que mon père aussi, je voyais aussi parfois la manière, pourtant c'était le pasteur de la plus grande église en Belgique, mais je voyais aussi parfois ses collègues belges de souche le traiter. Et je voyais même dans les médias la manière dont il était insulté, juste sur base de certains préjugés parce qu'il est noir. Et je voyais d'abord que même moi-même, en tant que femme d'origine africaine, en tant que jeune, il y avait toujours certains préjugés. Pas nécessairement par rapport à ma peau, à mon origine, mais peut-être aussi par rapport au fait que je sois femme, au fait que je sois jeune. Et je me suis dit que ça ne sert à rien de râler de mon côté en étant toujours mécontente. Oui, voilà, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et je me suis investie en politique parce que je pense qu'il faut prendre les choses à bras le corps et retrousser ses manches et se battre quand on veut certaines choses dans la vie. Je ne voulais pas être dans le camp des râleurs qui râlent sans trouver de solution. C'est pour ça que je me suis investie en politique. Mais quand on dit que enfin, c'est toujours par rapport à ce que vous dites, très souvent les Noirs peuvent s'engager en politique, mais est-ce qu'ils ont un réel impact? Donnez-nous un peu votre, votre impression depuis que vous êtes là. Quand on dit que les Noirs, même s'ils font du bruit, ils parlent, mais ça n'a pas vraiment d'impact auprès de la société. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne parlerai pas en termes de noir ou de blanc. Moi, je parlerai en termes d'action politique. Mm-hmm. En tant qu'individu, est-ce que l'action politique que je mène dans le parti que j'ai choisi a une répercussion, oui ou non? Tu peux être noir, tu vois, dans un parti où il y a 3 personnes, Ouais. 3 bonnes personnes, qui mènent une très belle action politique et ça a des répercussions en Belgique. Tu peux être noir, tu vois, dans un parti politique qui a 1000 personnes sans impact et ça n'a pas de répercussions. Moi, je pense que l'action politique qu'on mène, il faut choisir un bon parti où tu es écouté en tant que mandataire et un parti où également tes électeurs te font confiance et voient que les projets qui sont portés par le parti et par toi sont des projets dans lesquels ils s'identifient. Et c'est par ça qu'on voit que, voilà, je suis écouté, oui ou non. En Belgique, l'avantage qu'il y a par rapport un peu à la France, c'est que les étrangers, ils votent pour les élus communaux. Et moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Belgique pour m'installer, c'était en 2006, me parlait beaucoup d'une dame qui avait battu des scores, des records de scores. C'est-à-dire parmi les élus, pardon, je dis en lingala et puis je reviens en français, parmi les élus au Bazois qui vote Ebélé, qui avait eu beaucoup de votes, votre nom en faisait partie. C'est-à-dire que vous avez été parmi les mieux élus en 2006. C'était pour moi une fierté que quelqu'un d'origine congolaise puisse avoir autant de voix, qu'il y ait autant eu de personnes derrière elle. Mais la question que je voudrais poser, c'est que pourquoi avez-vous choisi, on va dire techniquement, la gauche par rapport à la droite? En Belgique, c'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, il y a souvent ou en Angleterre, il y a souvent deux mouvements, la gauche et la droite. Pourquoi vous, particulièrement, avez-vous choisi la gauche? C'est à cause des valeurs que la gauche porte. L'une des valeurs qui m'a marquée, c'est d'abord l'égalité. Chaque Belge est égal. Il n'y a pas de différence entre un Belge d'origine étrangère ou un Belge de souche. Chacun a droit aux mêmes choses. Et la gauche se bat pour que cette égalité soit effective dans toutes les actions que nous menons. Chacun est libre d'exercer sa foi ou de ne pas l'être. Tu es chrétien ou tu es laïque et tu as la liberté de l'exprimer. Ouais. Et la gauche veut qu'on soit dans un état où il y a une justice sociale pour tous. L'égalité, la liberté et la justice. Ce sont ces 3 valeurs qui sont le socle de la gauche. Et c'est pour ça que je me suis investie dans un parti de gauche qui correspond à ce que je suis. Je suis une femme d'origine étrangère.
Je veux être traité comme tout Belge, qu'importe son origine. Je veux avoir la liberté d'exercer mon culte, d'exercer ma foi ou de ne pas l'exercer. Je veux avoir la liberté d'assumer mes choix de vie comme je le veux. Et je veux qu'il y ait une justice sociale pour tous les Belges. Et je pense que ça correspond à ce que je suis. Je suis vraiment une vraie personne de gauche. J'ai juste une question avant de passer à la suite. C'était quoi la vie de la famille quand vous vous êtes engagé politiquement? Ils ne sont pas dit, ah Lydia, pourquoi tu cherches des complications? On a déjà l'église et tout, pourquoi tu veux te compliquer la vie? Non? Ou bien ils vous ont dit, vas-y, fonce? En tout cas, j'ai toujours été soutenue par mes parents, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et j'ai beaucoup pensé à eux quand je suis devenue échevine. Parce que la politique, vous savez, c'est pas un navire facile. Hein. Non. Quand on monte et qu'on s'engage, les choses n'arrivent pas directement. Chacun a son parcours. Il y a des personnes pour qui, dès qu'elles sont engagées en politique, toutes les grandes portes s'ouvrent directement. Il y a des personnes comme moi qui doivent travailler plus, qui doivent être déçues, qui doivent tomber, qui doivent se relever. Et mes parents, quand je tombais, ils me disaient toujours non, il faut te relever parce que ça ira. Ils étaient toujours très positifs et très encourageants. Et ils me montraient un bel exemple de par leur cheminement en Belgique, comment ils sont arrivés, où de rien, ils ont construit et bâti les Nouvelles Jérusalem. Et ça m'encourageait beaucoup. Ok. Vous avez de la chance d'avoir été soutenu par la famille. Votre prise en fonction coïncide malheureusement avec la deuxième vague du Covid. Là, actuellement, nous sommes en reconfinement. C'est quoi les mesures qui ont été prises sur place depuis votre arrivée dans cette fonction-là? Et puis, j'aimerais juste après que vous ayez expliqué les mesures, que vous nous expliquiez en quoi exactement consistent vos fonctions. Je pense que je voulais d'abord commencer par... Parce que je préfère d'abord expliquer ma fonction et les mesures que j'ai prises pour que les personnes qui nous suivent puissent comprendre. Ouais, Moi, je suis échevine de la régie foncière. La régie foncière, c'est l'organe public à la ville de Bruxelles qui s'occupe de tout ce qui est construction de logements, construction de commerce. On a un patrimoine de plus de 3000 logements. On construit des logements moyens en ville qui peuvent être accessibles à tout le monde. Et dans notre patrimoine, on a à peu près 350 commerces et 100 bureaux. Donc, en tant qu'échevine de la régie foncière, c'est moi qui gère ce patrimoine, bien sûr accompagné de mon cabinet, et toutes les mesures que nous prenons sont prises, chapeautées par le collège qui est dirigé par le bourgmestre Philippe Claude. Donc, en gros, c'est ça ma compétence au niveau de la régie foncière. D'accord. Et cette compétence est importante pour le moment, comme vous le savez. Avec la deuxième vague du Covid, on a dû prendre des mesures très difficiles parce qu'on a dû fermer d'abord les ORECA et puis les commerces qu'on a qui sont estimés comme non essentiels. Les commerces essentiels, ce sont les pharmacies, les alimentations. Il y a toute une liste que je ne vais pas vous dire ici, que vous pouvez trouver sur le net. Donc, on a vu en fait plusieurs personnes qui, du jour au lendemain, n'auront plus de revenus parce qu'elles doivent fermer leur commerce. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'abord décidé au niveau de la régie foncière? C'est que tous nos commerçants, d'abord de l'ORECA et des bars, donc depuis octobre, on leur a donné la gratuité. Et lorsque on a élargi la fermeture aux commerces qui sont non essentiels, on a également élargi cette gratuité aux commerces non essentiels. Mais voilà, ces mesures avaient été prises aussi par mon prédécesseur lors de la première vague. C'est pour dire que quand on arrive quelque part et qu'il y a quelque chose qui marche, il faut reproduire la chose qui marche. OK. Donc actuellement, nos 350 commerçants, ceux qui ont des commerces comme l'ORECA et Bar, ou qui détiennent des commerces non essentiels, ce mois-ci ne paieront rien. Sans vous couper, vous avez quelque part une sorte de double comment dire, double culture et tout ça. Dans l'ORECA, bon abato, bah, éviter ORECA, c'est hôtel, hôtellerie, hôtel, restaurant et je ne sais plus quoi. Bah, bon, excusez-moi pour ne pas compléter le mot. Les Congolais ont souvent des commerces, des cafés, commerces des bars et ce genre de choses. Vous n'êtes pas quelque part assailli
ils sont pas là souvent à vous appeler, à vous chercher, comme ils vous connaissent aussi, en tant que personne sociale, depuis l'église et tout. Ils vous embêtent pas en disant que non, avec le Covid, vous nous fermez. Est-ce qu'il n'y a pas des aides, des subsides? Vous ne subissez pas ça, ce genre de pression? Mais ce n'est pas des pressions. Je pense que quand on est en politique et que voilà, on provient d'une communauté où parfois tout le monde n'est pas toujours informé, je pense Oui. que je suis là pour qu'on me demande l'information. Parce qu'il y a des aides au niveau de la région et au niveau fédéral aussi. Je pense que la région a affecté pour chaque commerçant un budget de 2 000 euros. Donc, ce que je fais déjà, quand j'ai des personnes de notre communauté qui ont leur commerce sur l'espace de la ville de Bruxelles, je les oriente, parce que moi, j'aime mes locataires à moi, les locataires de la régie foncière. Mais il y a aussi des personnes, surtout de notre communauté, qui ont leur café, leur restaurant, leur bar à 1000 Bruxelles, qui louent chez des propriétaires privés. Je les oriente chez les chevaux qui s'occupent du commerce, qui va les aider à faire toutes les démarches afin d'obtenir la prime, parce qu'il y a une prime de 2 000 euros, je pense, pour les commerces. Donc, c'est important aussi que les commerçants extérieurs sachent qu'en région bruxelloise, ils ne sont pas abandonnés. Ceux qui ont bien sûr des commerces légaux. Ça, c'est la base de tout. Hein. Oui, ok. Les logements sociaux, c'est vraiment une vraie problématique, surtout à Bruxelles. Parce que j'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu des fois dans des logements sociaux et tout. C'est vraiment difficile de trouver, comme ailleurs. Très difficile. Vous, maintenant, vous êtes arrivé sur place. C'est quoi vos ambitions pour votre législature à ce sujet? D'abord, durant notre législature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a une vocation à construire des logements moyens. Et durant cette législature, on va construire 750 logements. Ce ne sont pas des logements sociaux, c'est des logements qui sont moins chers que les logements que vous pouvez trouver chez les propriétaires privés. Et dans ces logements, on a aussi un peu de logements sociaux au travers des contrats de quartier. Les contrats de quartier, c'est la région qui nous donne de l'argent pour qu'on puisse construire des logements moins chers dans notre commune. Donc, au travers des contrats de quartier, on peut fournir aux Bruxellois des logements qui seront quasiment compétitifs au même prix que les logements sociaux. Dans les 750 logements qu'on va construire, il y aura aussi quelques logements contrats de quartier. Cependant, pour les logements sociaux dans sa globalité, Oui. on a reçu un subside de 70 millions d'euros, pas pour construire les logements, mais pour les rénover. Qu'est-ce qu'on a constaté au niveau des logements? Mais c'est seulement les logements sociaux qui sont situés sur le territoire de la ville de Bruxelles. Si vous Oui. habitez au Loué, en tout cas, je ne peux pas vous aider. Mais sur le territoire de la ville de Bruxelles, ce subside, en fait, ça nous permet de rénover ces logements pour les rendre plus et de les isoler. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, les logements sociaux étaient tellement vétustes et les personnes qui vivent dedans devaient payer des grosses factures d'énergie. Et donc, au travers de cette action, je pense que les personnes vont payer un loyer abordable et ne devront pas dépenser trop d'argent pour les factures d'énergie. Et voilà, je pense que c'est une très belle mesure, quoi. Comment vous expliquez le fait que, je l'ai dit en début d'émission quand je vous ai introduit, c'est pour ça qu'on est fiers de vous. Quand je dis on, nous, les Congolais ou ceux qui sont passés belges, bon, moi c'est pas mon cas pour l'instant, mais nous, les Congolais ou les Belges d'origine congolaise, nous sommes fiers de vous parce que très peu de Belges d'origine congolaise arrivent à occuper des postes importants en Belgique. Je ne crois pas qu'il y ait eu un ministre, il y a eu une secrétaire d'État, si je ne me trompe pas, mais un ministre, non. Il y a eu un vice-président du Parlement bruxellois, mais sinon, le fait que c'est très rare que quelqu'un occupe des postes de l'administration belge. Vous prenez ça comment, ce genre de choses? Surtout que maintenant, vous êtes propulsé maintenant en avant. Et on ne connaît pas le futur, mais on vous souhaite plus que ça même. Mais comment vous jugez ça? Mais je dis toujours que je suis propulsée en avant. C'est vrai que j'ai eu cette opportunité d'avoir ce beau mandat au service des Bruxellois, où je reste au service des Bruxellois. Mais je voulais rendre hommage à une personne avec qui j'ai travaillé. C'est cette personne qui m'a donné le goût de faire de la politique. C'est M. Bertin Mampaka. J'ai travaillé dans son cabinet. En 2004, c'est lui qui m'a, quand il est devenu échevin pour la première fois, c'est lui qui m'a engagé dans son cabinet et qui m'a donné le goût de faire de la politique.
Et je pense que souvent, nous, les Congolais, ce qui nous manque, les Belges d'origine congolaise, les Congolais, c'est la reconnaissance. Moi, C'est je une bonne pense que chose que vous si faites. je suis assise aujourd'hui à la ville de Bruxelles, c'est parce qu'il y a un Congolais qui, la première fois, Sans vous couper, j'ai été content de ce que vous avez fait. Le jour de votre prestation de serment, Banakin, Bandegonanga, le jour où Bapesti poste, à Bengisi Bertin Mampaka, le vieux Bertin que tout le monde connaît en Belgique, qui est pourtant de l'autre bord politique, de droite, non, il est passé à droite, et il était là. Franchement, je vous félicite pour ce geste-là. Allez-y, continuez. bon, en fait, il est conseiller dans la même municipalité que moi, donc il devait être là. Mais Ah, je pense que c'est pour ça que je lui rends hommage dans la ouais, mesure où c'est très bien. c'était lui le premier. C'est lui qui a ouvert la porte. Et il a ouvert la porte pour qui? Pour que moi, aujourd'hui, je sois échevine. Et moi, aujourd'hui, si je suis échevine, je ne pense pas que je serai la seule échevine de la diversité ici à la ville de Bruxelles. Il y en Ouais. aura d'autres. Et je pense qu'on doit se dire qu'il faut que ça crée une émulation chez les jeunes, d'avoir envie d'aller à l'école, de réussir, de s'investir pour des causes qui sont justes et nobles. On ne doit pas juste être dans des concerts, des défilés de mode. Les églises. Des églises, oui. Parce que bon, voilà, l'église, c'est pas un endroit pour s'abrutir. L'église, c'est un endroit où on doit apprendre. L'église doit nous servir de stimulateur. Et moi, je pense que si je suis là, c'est parce que voilà, il y a une personne qui était là avant moi, qui m'a montré le chemin, qui m'a appris beaucoup de choses. Et après ça, j'ai rencontré également le bourgmestre, Philippe Claus, qui a travaillé avec moi, qui m'a fait confiance et qui m'a permis d'accéder à cet échelon. Mais est-ce possible d'accéder encore plus haut? Avoir un ministre, on aura enfin une ministre, je vous le souhaite, ou un ministre, je le souhaite au vieux Mampak et à d'autres Congolais, quelque part, ça serait vraiment bien, parce qu'aujourd'hui, on fait partie vraiment des Belges, les Congolais d'origine, on fait partie des Belges, mais ça serait bien de gravir encore l'échelon qui est au-dessus. Tout dépend de nous. Tout dépend de la manière dont on s'implique et on s'investit en politique. Tout dépend de la manière dont on soutient les candidats belgo-congolais ainsi que leurs chefs de file. Parce qu'on peut se dire, voilà, je suis candidate, votez seulement pour moi. Mais non, votez également pour ma tête de liste. Quand je serai au communal, vous n'allez pas voter pour moi, vous allez voter pour ma tête de liste, Philippe Claus. Parce que Ouais. c'est lui qui ira négocier. Donc, c'est à nous d'être intelligents et stratèges dans les choix qu'on pose. Et rien n'est impossible. J'ai remarqué que les Congolais s'intéressent, enfin les Belges d'origine congolaise s'intéressent de plus en plus à la politique et ils votent maintenant en nombre très souvent pendant les élections et c'est une très très bonne chose. Mais ma question c'est, vous êtes arrivé à 6 ans en Belgique, vous êtes belge mais d'origine congolaise. Quels sont vos liens avec la RDC actuellement? C'est quoi vos liens, vos rapports? La RDC, c'est mon pays d'origine, c'est le pays de mes parents. Et je pense que mes parents ont beaucoup investi en RDC parce que mon père a commencé un hôpital qui s'appelle la Miséricorde. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui pour la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet qui me tient toujours à cœur. Ma maman aussi a travaillé dans son association. Ce sont des projets qui me tiennent toujours à cœur pour la mémoire de mes parents. Et moi, à titre personnel, j'ai beaucoup soutenu et je soutiens jusqu'aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine. J'allais y venir parce que je sais qu'en privé vous le connaissez, c'est pour ça que j'ai dit j'allais y venir. Écoutez, on avait créé pendant sa campagne une dynamique, la dynamique Fachi Président, dirigée par Didier Boudingou, son Excellence qui est aujourd'hui ministre, avec plusieurs personnes, Louis Fekele, Betty Chamala, Dadou Etambe, je les salue. Et on a fait la campagne du chef de l'État et je pense que je n'avais pas honte ou je ne trouvais pas que c'était important pour moi de le faire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a évolué en Belgique. Donc, je connais ses valeurs, je sais de quoi il est capable, je sais en quoi il croit. Et pour moi, c'était important que le Congo ait une telle personne à sa tête. Et on continue à le soutenir. Ok, en tout cas, je vous remercie. Je vais vous poser la dernière question avant de vous laisser aller travailler parce que vous faites beaucoup de choses.
comme je l'ai dit en début d'émission. Dimanche, aujourd'hui, vous êtes à l'église, vous avez plein de choses à faire. Mais la question, c'est comment arrivez-vous à concilier votre vie privée, vous êtes une femme mariée, vous avez un enfant, en même temps, vous avez des activités sociales par rapport à toutes vos autres activités, en même temps, vous êtes une chanteuse gospel. Comment vous faites pour concilier tout ça là, plus vos activités et vos responsabilités politiques? Ça serait ma dernière question. Comment vous faites pour faire tout ça en même temps? Je sais que c'est difficile, vous êtes très critiqué, vous subissez beaucoup de pression de tous les côtés des aspects de votre vie. Comment on fait pour supporter ça et avancer et aller de l'avant? Bon, cette question, je ne suis pas sûre que vous l'auriez posée à un homme. Hein? Mais bon, comme c'est vous, je vous fais quand même cette grâce. Je réponds à cette question. Mais écoutez, je pense que comme tout le monde, hein, quand on décide de faire de la politique et on a un poste de responsabilité, il faut certains sacrifices. On sacrifie son mari, on sacrifie ses enfants, on sacrifie sa famille, on sacrifie ses loisirs parce qu'on a décidé d'être en politique au service des Bruxellois. Voilà, c'est tout. Il faut juste préparer la famille, préparer les enfants, préparer le mari, que c'est un sacrifice. Et c'est pour le bien commun. Et je pense que ça facilite les choses. Et jamais vous sortirez d'album solo, non? Oh non, je ne pense pas. En tout cas, franchement, je ne pense pas. Moi, je suis dans le cœur. J'aime chanter et je le fais avec plaisir, mais ce n'est pas ma carrière. Pour terminer, je vous remercie d'abord de nous avoir accordé ces quelques minutes, ainsi qu'à votre chargé de com qui était avec vous et avec nous, bien sûr. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Bien sûr, tout le monde en a, mais je veux dire, après cette fonction, si jamais dans des prochaines élections, on vous confie autre chose, vous voulez grimper ou vous voulez d'abord bien faire ce que vous faites à votre échelon? Ah, moi, je veux d'abord bien faire ce que je fais. Parce que toute chose qu'on vous confie dans la vie, il faut le faire correctement et convenablement pour que les personnes qui vous ont confié, il faut que les lecteurs soient satisfaits. Oui. Les personnes qui m'ont désigné, qui ont voté pour moi, un certain 14 octobre, je pense qu'ils se disaient, ben voilà, on avait fait un bon choix. Une mandataire qui est compétente, qui connaît ses dossiers, qui sait de quoi elle parle. Je pense que c'est l'essentiel. Ok, d'accord. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec nous pour le face-à-face. Ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse le mot de la fin, français, lingala, comme vous voulez. À vous. Mais voilà, je vais d'abord remercier toutes les personnes qui croient en moi, toutes les personnes qui m'ont toujours encouragée depuis le début. Un bonjour particulier également à toutes les femmes de Jefaya, la présidente Elena, Feza Kankonde qui accompagne son mari dans l'ombre. Merci Feza pour ce que tu fais pour cette belle émission. Et je voulais dire à toutes les femmes que rien n'est fermé, toutes les portes sont toujours ouvertes. Il ne faut pas se décourager. Voilà. Merci Madame Mouchebele. Merci beaucoup d'être passée chez nous ici. Je vous souhaite en tout cas une bonne chance pour votre travail et j'espère, comme vous avez dit, que vous en ferez un bon et que sachez, je vous apprends rien parce que en dehors de l'émission en cause, je sais que vous avez plein de, comme on dit chez nous en lingala, des cadia, donc des ennemis qui attendent que vous foiriez, que vous tombiez et en même temps, vous savez encore plus de personnes qui veulent que vous réussissiez pour monter à des échelons supérieurs en tout cas. Je vous remercie vraiment de nous avoir donné ces quelques minutes, ces 30 minutes avec nous. Merci en tout cas. C'était un plaisir. Merci. C'était Madame Mouchebele, elle était avec nous. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir quelqu'un comme elle, en tout cas un Congolais ou une Congolaise, même si belge, qui se place dans des postes aussi avancés. Grand remerciement à Monsieur Stéphane Poulain et Lombe, sans oublier notre productrice réalisatrice Zaf Feza Mouchobekwa. On se retrouve ce dimanche soir, pour l'émission politique. Ça fait vraiment plaisir. J'étais vraiment heureux, après le président Tshisekedi, de recevoir Mme Mouchebele. C'est l'élite, des personnes qui réussissent, qui veulent aller loin. Merci beaucoup. Passez une excellente fin d'après-midi dans nos programmes. Rendez-vous ce soir. Pour ceux qui nous regarderont en rediffusion, c'est à 21h en direct, l'émission du dimanche, où on va faire le débriefing de l'actualité politique. Moi et quelques correspondants, M. Poulain sera là, ainsi que d'autres personnes avec lesquelles on débriefe l'actualité. C'était Lydia Mouchebele. Elle était dans le face-à-face de notre émission. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Ciao, ciao.